Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce mercredi J-12 avant la fin du moratoire accordé pour l'obtention du nouveau permis de conduire le 30 juin prochain. C'est la date butoir. À quelques jours de l'expiration de ces moratoires, le ministre provincial de Transport vient de lancer une alerte à tous les conducteurs. Pour donner l'exemple, il a lui-même obtenu son permis de conduire. Le détail à suivre dans ce journal. Également, au sommaire de votre midi actualité, le bilan est très lourd pour le projet STEP, projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC, qui est arrivé à son terme. À 11 ans sur les sols congolais, ce projet financé par la Banque mondiale a construit 957 écoles primaires, 279 centres de santé et 170 forages d'eau potable. Toutes ces réalisations ont été présentées aux partenaires au cours du dernier atelier organisé pour clôturer ces projets. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur une région de la radio-télévision nationale congolaise. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser pour ces petits désagréments observés au début de ce journal. Kinshasa va accueillir en juillet prochain une réunion de haut niveau sur la transhumance dans la région de l'Afrique centrale et en prévision de ces assises, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu hier mardi le président de la commission de la CEEAC. Objectif, discuter des enjeux liés à la transhumance, notamment des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Guylain Kabalondi pour le détail. Une réunion de haut niveau sur la transhumance en Afrique centrale aura lieu le mois prochain à Kinshasa. Et pour la réussite de ces assises décidées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique centrale CEEAC, le président de la commission de cette organisation, accompagné du ministre congolais de l'intégration régionale, a été reçu en audience ce mardi 18 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif, indique les hôtes du président de la République, est de discuter des enjeux liés à la transhumance, notamment des conflits entre éleveurs et agriculteurs, des dégâts aux cultures, des problèmes de sécurité et des risques sanitaires pour le bétail. Nous sommes là il y a quelques jours. On a rencontré les autorités, les différents ministères, environnement, justice, intérieur, intégration régionale, les ministères qui sont liés à ce phénomène de la transhumance, et il fallait maintenant venir rendre compte à son Excellence, Monsieur le Président, de qu'est-ce que ces réunions ont donné. Et c'est ça qu'on a fait. Et on a les instructions de Monsieur le Président pour continuer à travailler, pour tenir cette réunion ici des experts jusqu'au niveau des ministres, en principe du 16 juillet au 19. Les assises de Kinshasa envisagent d'associer d'autres pays qui ne sont pas membres de la CEEAC pour mieux élaborer des stratégies pour une gestion durable de la transhumance et la prévention des conflits. Ce système a été dénommé le Mbororo. Et c'est dans ce cadre-là, il y a plus ou moins 3 pays de l'Afrique centrale. Il s'agit là de la RDC, Centrafrique, Tchad, plus le Cameroun, donc 4 pays. Et nous avions dit, selon les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous devrions associer aussi d'autres pays qui ne sont pas pays membres de la CEEAC. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions organisé 3 jours de réunion avec le président de la Commission, avec les experts des différents ministères. Et nous allons organiser des réunions de hauts fonctionnaires et les conseils de ministres. À ce moment-là, nous allons prendre une décision qui sera soumise au chef d'État et du gouvernement de la CEEAC. La réussite de cette réunion est cruciale pour favoriser la coexistence pacifique entre les différentes communautés et garantir la durabilité de l'élevage transhumant dans la région. Une centaine de magistrats du siège et des parquets de retour sur le banc de l'école. Pendant 3 semaines, ces hauts magistrats vont apprendre tous les outils techniques et juridiques solides liés à la passation des marchés publics. Cet atelier, organisé par l'autorité des régulations des marchés publics, a été lancé par le président de la Cour constitutionnelle, comme nous dit Edith Chalakatala dans son réponse. C'est un tournant stratégique dans le renforcement de la gouvernance publique qui s'est amorcé lundi 16 juin à Kinshasa. L'autorité de régulation des marchés publics, RMP, en partenariat avec la Cour constitutionnelle, a lancé une session de formation dédiée à une centaine de magistrats du siège et du parquet.
Cette initiative a pour objectif de doter l'appareil judiciaire d'outils techniques et juridiques solides pour mieux appréhender les subtilités de la commande publique. Le président du conseil d'administration de l'ARMP, Armand Djamalakalinda, a salué la présence des hauts magistrats du pays, rappelant la noblesse et la complexité de leur mission. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, a quant à lui salué cette idée de l'ARMP pour sa pertinence dans un contexte où la maîtrise du cadre légal et réglementaire régissant les marchés publics devient indispensable pour les acteurs judiciaires, souvent appelés à se prononcer sur des contentieux liés à la commande publique. Les marchés publics constituent un pilier fondamental de l'action publique. Ils sont à ce titre un vecteur essentiel de développement, mais également un domaine exposé au risque d'irrégularité, de corruption et de mauvaise gouvernance. Ce séminaire de formation a donc pour ambition de doter les participants des connaissances nécessaires à une compréhension approfondie afin de permettre un contrôle plus rigoureux, une meilleure prévention des dérives et une répression efficace des infractions liées au marché public. Plus qu'une simple formation, cette rencontre étalée sur 3 semaines symbolise une volonté conjointe de bâtir un socle de collaboration durable entre le pouvoir judiciaire et cet organe de régulation. Un partenariat qui s'inscrit dans une dynamique de transparence, de redevabilité et de lutte contre la corruption dans la commande publique. Dit à l'ouverture de ces journaux, le bilan est trop lourd pour le projet STEP, projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC, qui est arrivé à son terme à 11 ans sur le sol congolais. Ce projet financé par la Banque mondiale a construit plus de 900 écoles primaires, des 179 centres de santé et 170 forages d'eau potable, des ouvrages construits en faveur de la population vulnérable du Nord et Sud Kivu. Toutes ces réalisations ont été présentées aux partenaires au cours du dernier atelier organisé pour clôturer ces projets. Christine Lins nous en parlait. Démarré en 2013, le projet STEP est en train de se clôturer. Ce projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix avait comme objectif d'assister des communautés vulnérables pour les orienter vers une résilience communautaire en leur offrant des infrastructures et en appuyant les vies quotidiennes grâce aux moyens de subsistance. Voilà pourquoi le CSPP STEP, qui chapeaute ces projets, a organisé cet atelier final d'impact du projet STEP pour la paix en réunissant tous les acteurs et les notables des provinces bénéficiaires, à savoir le Nord et le Sud Kivu, le Sud et le Nord Ubangi, aussi la province de l'Ituri, comme le précise le coordonnateur de la cellule CSPP STEP, Yves Mafongo. 957 écoles primaires pour appuyer la gratuité de l'enseignement, 279 centres de santé et 170 forages et systèmes d'adduction d'eau potable. En 11 ans, les projets STEP de l'État congolais financé par la Banque mondiale a transformé la vie de plusieurs Congolais. Le projet a aussi contribué au niveau de la structuration et de la gouvernance du secteur des actions sociales non contributives, a reconnu les représentants de la ministre Nathalie Aziza Monana, ministre des Affaires sociales, ce qui a été aussi renchéri par François Kabemba, chargé des opérations du projet STEP, précisant que les stratégies mises en place permettront de pérenniser les acquis de ce projet. Et donc, nous laissons une confiance soudée entre la population et les administrés, les autorités et leur population, qui est la base, le fondement même. Occasion pour les délégués des provinces bénéficiaires de témoigner et de remercier la Banque mondiale pour les actions à impact visible ayant renforcé la crédibilité de l'État congolais, puis suivez la table ronde. Être élevé par un seul parent a-t-il des répercussions ou perturbations dans le parcours de la vie? Eh bien, un bureau d'études approprié pour un coaching vient d'être mis en place pour éviter tout type de stress. Les membres de ces bureaux ont été installés au cours d'une conférence sur la monoparentalité organisée à Kinshasa. Encore une fois de plus, Christine Lenzo. C'était une double cérémonie haute en couleurs à l'amphithéâtre de l'Inerbe à la Gombe en ce mois de juin. D'abord, cette conférence sur la monoparentalité, défis, résilience et avenir, un événement qui marque un tournant décisif quant aux réalités des familles monoparentales. Il a aussi
était question de l'éveil du coaching en RDC par la reconnaissance de la coach éthique certifiée Béni Gertrude Moubenecha l'a restaurée sous la coordination du master coach GF Joman de la Côte d'Ivoire et sous les auspices de la marraine de l'événement et représentante du réseau international du coaching éthique en Afrique centrale, Gisèle Catal, général manager et coach éthique certifié, en présence d'autres coachs. La désormais coach internationale avait ainsi prêté serment avant de recevoir quelques insignes et sa toge. Je prends la décision devant Dieu et devant les hommes de servir fidèlement la détermination à aider seulement avec le processus circulaire. Et la coach Béni est désormais donc au tableau de l'ordre des coachs internationaux. Puis suivait l'installation officielle du cabinet de coaching Béni la grâce de la restauration Béger en sigle. Il s'y est de noter que la thématique abordée avait suscité plus que de la curiosité, mais un engagement. Outre la vente des ouvrages du master coach et les rendez-vous du cabinet Béger, un cocktail était offert par les organisateurs. La promotion et la valorisation des innovations sociales de développement, c'est le thème qui fait débat. Au cours d'un atelier organisé avec l'intention des étudiants congolais, un atelier animé par des professeurs, chefs de travaux et assistants, et aussi des chercheurs, une initiative de la Fondation Jocal. Rodépanda nous en parlait. Ce panel poursuit comme objectif de renforcer la mémoire des étudiants dans les savoir-être et les savoir-faire sur l'entrepreneuriat, dont les thèmes abordés la promotion et la valorisation des innovations, socle du développement, outils de lutte contre le chômage et la pauvreté. Plusieurs panélistes, les professeurs, les assistants et d'autres intervenants de marque ont nuancé cette thématique d'une manière spécifique. Cette organisation a tenu grâce au soutien de la Jocal qui œuvre dans la promotion de la jeunesse. Maître Hervé Chibangou, coordonnateur, revient sur la quintessence de cette activité. Nous avons été émerveillés de voir la jeunesse présenter des projets d'une grandeur remarquable. Et nous sommes fiers d'avoir participé et avoir accompagné cette jeunesse. Et nous encourageons tous les jeunes qui pensent que le Congo sera développé à pouvoir toujours initier les grands projets et l'opportunité s'ouvre aux portes. Déjà, comme vous le savez, le 20 septembre, il y a un très grand concours qui va appeler les jeunes à pouvoir présenter leurs projets. Nous sommes très fiers déjà que ceci a commencé aujourd'hui et nous invitons à tous les entrepreneurs de venir présenter leurs projets. Un autre chapitre de ces rendez-vous, la séance des questions-réponses, a permis d'éclairer davantage à l'interne des étudiants. Signalons que la remise des trophées ainsi que la présentation de quelques projets par les étudiants ont clôturé les premiers salons de la colline inspirée. J-12 avant la fin du moratoire accordé pour l'obtention du nouveau permis de conduire. Le 30 juin prochain, c'est la date butoir et à quelques jours de l'expiration de ces moratoires, le ministre provincial des Transports vient de sonner l'alerte pour donner l'exemple. Il a lui-même obtenu son permis de conduire. Piorombo Saïdi était dans sa suite. À 2 semaines de la date fixée par les autorités compétentes pour la clôture de l'opération liée à l'obtention du permis de conduire biométrique avec puce électronique, le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, Bob Amisoyo Kalumbila, a obtenu ces documents importants pour tout conducteur de véhicules dans la capitale congolaise. C'était à l'issue de son passage au centre d'examen VIP dans la commune de la Gombe. Accompagné de son collègue en charge de l'éducation, le ministre provincial a donné le bel exemple aux multiples usagers routiers de Kinshasa en se présentant comme tout citoyen congolais au centre d'obtention du permis de conduire. Sur place, ces membres du gouvernement provincial a passé avec succès les 2 épreuves requises. Il a ainsi réussi l'examen théorique portant sur le code de la route suivi de l'épreuve pratique de conduite d'un véhicule sur la voie publique. À sa sortie, le ministre Bob Amisoyo Kalumbila a exhorté les Kinoises et les Kinois à lui emboîter le pas avant la date butoir fixée au 30 juin 2025. Nous venons de faire notre test avec à plein succès. Nous demandons à tous les chauffeurs, à tous les conducteurs de venir parce que le moratoire est jusqu'au 30 juin. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la campagne
lancé par les autorités provinciales compétentes afin d'encourager les conducteurs à se conformer à la loi dans un objectif de renforcement de la sécurité routière à Kinshasa. Ici, il est de rappeler que des centres d'examen sont ouverts sur l'ensemble de la ville-province Kinshasa pour faciliter cette opération à tous les citoyens concernés. La pluie continue toujours de déranger la saison sèche alors que débutait officiellement depuis le 25 mai dernier. Qu'est-ce qui serait à la base de cette situation? Eh bien, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, était hier sur les installations de la météorologie pour s'informer. Objectif, éviter encore des catastrophes dans la ville de Kinshasa. Regardez. Une bonne gestion météorologique avec des informations fiables et à temps réel va épargner la population congolaise des catastrophes naturelles à l'heure actuelle du changement climatique. C'est ce qui justifie la descente de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, dans les installations de la Direction générale de la météorologie. Aux côtés du responsable de cet établissement public, le numéro 2 de la territoriale prône la familiarité entre la population et les services météo en perspective de la réduction du taux de la mortalité tel que vécu avec la dernière pluie meurtrière à Kinshasa. Nous sommes ici pour voir dans quelle mesure nous devons créer une relation de familiarité entre nos populations et les informations météorologiques, puisque la météo joue un rôle très important dans la protection civile. Et je tiens à féliciter ce qui est en place, mais il y a encore beaucoup à faire. Le week-end dernier était de son repos, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, s'est déployée dans divers coins de la capitale pour réconforter les populations victimes des inondations et surtout leur apporter le message de compassion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi du gouvernement souminois. C'est un véritable rendez-vous du donner et de recevoir entre le député provincial du Kasaï oriental et les parlementaires belges. Pendant plusieurs jours, ils échangent des expériences sur le rôle d'un député provincial. Regardez. Les députés provinciaux du Kasaï oriental échangent de l'expérience en matière de bonne gouvernance avec les parlementaires belges en séjour en Mbuji-Mayi. Tout se déroule dans un atelier de renforcement des capacités ouvert lundi 16 juin 2025 dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental avec l'appui technique et financier de l'Agence belge de développement Enabel en sigle. Conduite par la présidente de la Commission des affaires étrangères du Parlement belge, la délégation des députés de la Belgique a exposé sur l'historique de l'existence de la Chambre du Parlement belge, le rôle fondamental du Parlement dans le système démocratique belge et le rôle des députés comme représentants des citoyens. Georges d'Allemagne, député honoraire belge, n'a pas caché sa satisfaction. J'ai eu une impression très positive, je pense beaucoup d'intérêt pour échanger, pour tirer des bonnes expériences, tirer des leçons de la manière dont on travaille les uns et les autres. Donc beaucoup d'intérêt et c'est un séminaire qui va se dérouler sur 2 jours. Prenant la parole, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a salué ces échanges qui ont permis aux députés de partager des expériences. L'appui c'est quoi et l'importance c'est quoi? Je pense après cet échange, nous allons nous adapter aussi au système meilleur pour qu'on soit en mesure de faire quelque chose qui va produire un bon résultat. Signalons que plusieurs personnalités prennent part à ces assises de 3 jours, notamment les experts d'Enabel, ceux de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental et du Parlement belge en séjour en Mbuji-Mayi, ainsi que quelques responsables de l'administration de l'organe délibérant. Les canals des Kansovwe dans le territoire des Kasenga dans le Haut-Katanga, dérangés par les herbes, les fleurs et autres plantes, une situation qui empêche le passage des bateaux, barguettes et autres sur ces canaux. Eh bien, des bêches, des houes, des machettes, des gants et autres matériels aratoires ont été remis aux habitants du coin pour essayer d'entretenir et élargir ces canaux. C'est un don d'un élu du coin. Regardez. Voici le Congo profond, Nkambo, chef-lieu du groupement portant les mêmes noms, dans les territoires des Kasenga, province du Haut-Katanga. C'est une entité très enclavée se trouvant sur un terrain beaucoup plus marécageux. Le canal Kansonfoué est la seule voie d'accès en Nkambo. C'est avec beaucoup de peine que le fils du terroir, Martin Kazembeshula, élu de ce coin, passe par cette voie maritime, comme toutes les autres personnes. Il promet les outils nécessaires pour entretenir et surtout élargir ces canaux
afin de faciliter le passage des bateaux, des barguettes, des speedboats et autres. C'est fait sans démagogie par l'entremise de son secrétaire particulier. Rémi Moulumboa est dépêché sur les lieux pour la remise des nécessaires. Il s'agit des bêches, des machettes, des houes, des gants et des autres matériels aratoires. Son Excellence Martin Kazembe est passé ici. Lors de sa visite ici, il est passé par le canal Kansofwe que vous voyez ici. Ce canal est quelque peu obstrué par les herbes. C'est ainsi qu'il a décidé d'envoyer les outils de travail pour l'entretien de ce canal. Il relie les villages Nkambo à la rivière Luapula. Pour leur déplacement, ils se servent de barquettes et ils passent par ce canal. Même en cas de transfert des malades de ces postes de santé vers un grand hôpital, par exemple à Kasenga, ils sont obligés de passer par ici. La joie est à son comble dans les camps des autorités traditionnelles et des membres du mouvement Rastafari qui vont s'occuper de l'exécution des travaux. Immédiatement après, l'envoyé du vice-gouverneur Rémi Moulumboa a procédé au lancement des travaux d'entretien du canal Kansofwe pour les comptes de l'ONG Tuimine Pamo, chapeauté par Martin Kazembe Choula, Mwana Mayo. Le vice-gouverneur de la province du Maïndombe séjourne dans les territoires d'Inongo. Sur place, il va faire la ronde des différents chantiers pour évaluer tous les travaux de construction des ouvrages lancés dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Regardez. C'est avec un climat très exceptionnel que le vice-gouverneur de la province de Maïndombe, Trésor Fongonke, que la population appelle affectueusement Petit Fati, où l'homme qui déplace les montagnes a été accueilli en Selengue, chef-lieu du territoire d'Inongo, situé à 16 km en face de la ville d'Inongo, au bord du lac Maïndombe. Aussitôt accosté au port par un canot rapide, la deuxième personnalité du gouvernement de Maïndombe avait droit aux honneurs militaires. Après cette étape, la population a pris d'assaut certains acteurs principaux de cette commune rurale jusqu'à la tribune centrale, lieu duquel le vice-gouverneur a dévoilé le mobile de son périple en langue vernaculaire. Son Excellence, président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azali koboma nzoto mpona développement ya province Nabiso en particulier et ya RDC en général. Azwaki mikano ya kotonga ba école na ba centre de santé, ba hôpitaux na ba territoire nyonso. Kasi banda o ya Nselenge tongama, ozoyoka ba mususu balobi, mususu esila, ba mususu balobi mususu esila te. Yango lelo biso tozilo tomo. Tala misala ya pedel 145 territoires. Soki esalemaki, top esalemaki te. Na sima na biso, tokopesa rapport acquis des droits. Toyokani? Il s'est déplacé que partout il passait, le vice-gouverneur Trésor Fongonke communiait avec ses administrés où certains ont trouvé quelque chose pour satisfaire à leurs besoins et ce, à la satisfaction de sa population. La province du Kwilu a célébré la 34e journée de l'enfant africain. C'était le 16 juin dernier. Le thème retenu cette année, investir et améliorer les conditions de vie de l'enfant, a fait l'objet d'une journée de sensibilisation dans la province. La 34e journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année a vécu ce mardi 17 juin à Bandounouville, chef-lieu de la province du Kwilu. Organisé par la ministre provinciale du genre, famille et enfants du Kwilu, Clémentine Mindanda, avec la collaboration de la division genre sous le thème provincial « Investir et améliorer les conditions de vie de l'enfant au Kwilu ». Dans une scénette, les enfants reporters ont transmis un message interpellateur aux parents, aux dirigeants, pour une prise en compte de leurs droits les plus légitimes. Prenant la parole à son tour, le vice-gouverneur de province, le professeur Espoir Massamanki, a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial que dirige l'honorable Philippe Akamitou Nandolo à garantir les droits à l'enfant du Kwilu. L'enfant qui aujourd'hui, sur le plan de droit, est présenté comme un être vulnérable, un être qui doit être protégé, d'où la loi portant protection de l'enfant à ces trois dimensions, la dimension sociale, la dimension judiciaire et même au niveau de la famille. Je voudrais
déclarer ouvertes toutes les activités en marge de la journée africaine et internationale sur l'enfant au niveau de notre province du Kwilu. Je vous remercie. La capacité de production en énergie électrique de la société GreenTech Energy de Bunia va passer de 1 à 7 MW. Objectif, couvrir toute la ville de Bunia et ses environs. L'assurance a été donnée au vice-gouverneur par le directeur général de cette entreprise. Le vice-gouverneur policier de l'Ituri, le commissaire divisionnaire principal Raous Tchaloué, a effectué une visite d'inspection ce mardi 17 juin à la centrale hydroélectrique de Boudana, qui dessert la ville de Bunia et ses environs en énergie électrique. Accompagné du vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, l'honorable Adaba Masumbuko Jean-Louis, il était question de s'imprégner de l'évolution des travaux de la réhabilitation par GreenTech Energy de cette centrale qui connaissait d'énormes difficultés de fonctionnement dans le passé. Outre les aspects techniques, l'autorité provinciale a été satisfaite de l'évolution remarquable observée sur cette usine. Quand je suis venu ici pour la première fois, j'avais peur qu'un jour Bunia va tomber dans les noirs. Aujourd'hui, à ma deuxième visite, là je suis maintenant satisfait que je suis calme et que Bunia ne sera jamais dans les noirs. Au contraire, on est en train d'aller aux étapes pour que tout Bunia soit vraiment à 100% sans délestage. Très très content de ce que GreenTech est en train de faire avec leur coopération avec Sokimo, ce qu'ils ont fait vraiment, on est très content et on félicite beaucoup ce que le commandant suprême, le chef de l'État, est en train de voir pour sa population dans cette partie de l'Ituri. Pour Dieudonné Moulimouila, directeur général de la société GreenTech Energy, ces travaux qui sont autour des 80% de réalisation déjà contribuent à ça peu au développement de la province et au bien-être de la population. Là où il y a l'électricité, il y a le développement, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a la route. Et nous sommes en train de participer aussi au développement de la province. Sans courant, il n'y a pas de développement. Il s'y est de préciser qu'avec la réhabilitation et la rénovation de 2 premières turbines, la capacité de production va passer désormais de 1,3 à 7 MW, capable de couvrir toute la ville de Bunia et ses environs en énergie électrique de qualité, ont indiqué les techniciens de GreenTech Energy. Allez, place à présent aux actualités qui font la une ce mercredi. Jean-Pierre Dolo Demazoué, je reste au Fundje, ont fait la ronde de quelques kiosques journaux et nous en parlent à travers cette revue de presse. Regardez. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 18 juin 2025. Nord Kivu, Sud Kivu, occupation, viol, enrôlement, l'ONU dévoile l'enfer imposé par le 1-23, annonce info27.cd. C'est un réquisitoire implacable mais qui vient confirmer ce que les Congolais du Kivu vivent depuis des mois dans leur chair devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU réuni lundi 16 juin à Genève. Le haut-commissaire Volker Turk a dénoncé l'ampleur effroyable des violations des droits humains commises dans l'est de la RDC, pointant nommément la responsabilité du 1-23 et l'implication directe du Rwanda dans ce conflit aux allures de guerre d'occupation, arrestations arbitraires, enrôlement forcé, destruction d'hôpitaux, usage systématique des violences sexuelles. La mission d'établissement des faits brosse le tableau d'une stratégie de terreur méthodique où les civils sont les premières cibles d'un mouvement rebelle surarmé et soutenu par un État étranger. Sud Kivu, Walungu, des violents affrontements en cours entre 1-23 et Wazalendo à Bwinda, rapporte le quotidien. Depuis la matinée du mardi 17 juin 2025, la localité de Bwinda, nichée dans le groupement de Karongo, près de Nyangezi, en territoire de Walungu au Sud Kivu, est le théâtre d'intenses combats entre les rebelles du 1-23 et les miliciens Wazalendo. Des tirs à l'arme lourde et des explosions ont résonné dans toute la région, provoquant une onde de choc
parmi les habitants. À l'origine de ces combats, une série d'attaques coordonnées menées par le 1-23 dans l'objectif manifeste de reprendre le contrôle des positions stratégiques tombées entre les mains de Ouazalinde. Après avoir rencontré les dirigeants de l'AFC 1-23 et le commandant de la force de la Samir DC, Bintou Keïta achève sa mission à Goma, titre Africa News RDC.net. Au cours de son séjour, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies s'est entretenue avec les dirigeants de l'AFC 1-23, insistant particulièrement sur l'impératif de mise en œuvre du mandat onusien. La chef de la MONUSCO a souligné l'importance de protéger les populations vulnérables du Sud Kivu. Assassinat de Lumumba vers un procès public en Belgique, note actualité.cd. La famille de Patrice Emery Lumumba a salué mardi la démarche de renvoi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles d'Étienne Davignon formulée par le parquet fédéral belge dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du Premier ministre congolais. La plainte pénale avait été déposée le 23 juin 2011 par la famille de Patrice Lumumba, exécuté le 17 janvier 1961 au Katanga, alors province sécessionniste. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Pati Tondouango, réalisé par Papi Nguinamao Chimendondo. La partie technique a été assurée par Nzengile Bassosa, Yannick Yangumba Chamberton. Blandine Mangwaou a contribué à sa rédaction. Prochain rendez-vous de l'actualité à 19h avec Lucie Lavi Chisenda. Très bonne suite des programmes. Au revoir.